Tandis que toute une fraction du mouvement psychanalytique prône la prudence devant la suspicion d'une psychose latente, c'est-à-dire bat en retraite ou prend bien soin de respecter les défenses du sujet, c'est-à-dire décide de le laisser en plan. Une autre fraction prend le risque d'affronter la folie du sujet et même sa psychose. Je parle ici des Cléniens, de Winnicott, de Searles. Davantage, ce n'est que lorsque la folie du sujet, et dans certains cas sa psychose, entre dans le champ du transfert, que l'analyse a vraiment lieu. Tout ce qui s'est dit de neuf en psychanalyse ces 30 dernières années vient de ce côté. Il est triste, en revanche, de voir comment la théorie du plus original des auteurs de la psychanalyse française, Lacan, n'apporte en ces matières que des idées propres à convaincre les analystes qu'avec le psychotique, il n'y a qu'à dresser le constat de la forclusion de la métaphore paternelle. En ce cas, on se demande encore ce que peut espérer un analyste lacanien d'une relation analytique avec un psychotique ou de la psychanalyse d'un cas limite. On comprend alors qu'il ne reste plus d'autres ressources que de clamer tout haut les vertus du désêtre. Plus on est dans le désêtre et plus on est admis parmi les élus. Comme la sainte Thérèse du Bernin, plus on souffre, plus on jouit, et plus on est près de Dieu le Maître. On sait que, selon Lacan, c'est l'esclave qui jouit. Quant à la jouissance du maître, elle est nullifiée. Si Lacan, révoquant l'affect, ce que Freud ne fait pas, mathématise la psychanalyse, ce n'est pas seulement le secteur aujourd'hui le plus intéressant du champ psychanalytique qui s'exclut de la pratique. C'est peut-être la pratique psychanalytique tout entière qui tombe. Les névroses chères à Freud ou ce qu'il en reste. Il faut procéder en sens inverse, retourner au modèle de base, le repenser à partir des cas limites pour y retrouver ce que Freud a exclu de la névrose, la folie. Et c'est de ce nouveau point de départ, de ce nouvel ensemble à bord flou, que nous pourrons regarder des deux côtés à la fois, du côté des structures névrotiques et du côté des structures psychotiques. On pourrait penser, à première vue, que la division entre folie et psychose aboutit à un nouveau manichéisme départageant bonne folie et mauvaise psychose. Ce ne serait pas rendre justice à la complexité des phénomènes. Il faut au contraire, en chaque structure, cerner le combat que se livrent les forces de la folie et celles de la psychose. La chose est aisée lorsqu'on se trouve aux deux bouts de la chaîne. Mais on ne saurait dire que la folie névrotique la plus pure ne comporte aucun élément psychotique, puisque Freud devait reconnaître au masochisme un champ d'action illimité. Inversement, il reste de la folie dans la psychose la plus avérée. N'est-ce pas la grande originalité de Freud d'avoir su montrer que le délire, comme le langage du schizophrène, étaient en fait des tentatives de restitution, de réparation, de réinvestissement d'une réalité perdue? Ainsi, nous cesserons d'être obsédés par l'apparition, au cours d'une analyse apparemment engagée sous les auspices favorables d'une névrose de bonne aloi, du sempiternel noyau psychotique qui devient une sorte de piège où l'analyste naïf se serait laissé enfermer à son insu. Un tel noyau que l'on accuserait volontiers l'analysant de nous avoir cachés par la même sorte de tromperie que celle dont on accusait autrefois l'hystérique simulateur, ne serait plus ni une chose trappe pour l'analyste, ni l'effet d'une malveillance de la part de l'analysant. Ce dont il faudrait s'étonner est qu'un tel noyau n'apparaisse pas,
que le patient l'emporte soigneusement enveloppé dans les plis de son transfert inanalysé à la fin de l'analyse.